je suis obligée de citer Anne Genotep, ministre de l'Éducation nationale, catastrophe. Madame Belloubet, catastrophe. Papendia, catastrophe. Moi, je ne sais plus quoi dire avec ces gens-là. Moi, je suis Mm. effarée. Je n'ai même pas les mots me manquent. Tu sais que la loi numéro 2022-alinéa 92 du 31 janvier 2022 interdit les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne et qu'elle interdit les thérapies de conversion. Juste pour te donner un exemple, ça veut dire que moi, si j'ai un Asperger qui vient et qui me dit, moi, je veux m'appeler Jacqueline au lieu de Jacques, eh bien, moi, je suis hors la loi. Bienvenue sur Meditalks, le podcast de la prévention santé. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui sur Meditalks Jean-Luc Robert, psychologue et lanceur d'alerte. Avec plus de 20 ans d'expérience, Jean-Luc est un expert reconnu dans l'accompagnement des enfants et des familles, notamment auprès de jeunes rencontrant des troubles du développement ou des difficultés de comportement. Il a exercé pendant 12 ans en hôpital de jour et en institut spécialisé. Entrepreneur engagé, il a fondé en 2010 un centre médical pluridisciplinaire à Paris. Puis, en 2017, il a créé les APE, si j'ai bien compris, les ateliers parents-enfants, une méthode innovante de guidance parentale à domicile. Cette initiative est née de sa conviction que l'accompagnement des familles est essentiel pour aider les enfants à surmonter leurs difficultés. Auteur de 7 livres, Jean-Luc prépare actuellement son 8e ouvrage qui paraîtra dans 3 mois et portera sur la diversité des profils d'enfants, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. En parallèle, il est très actif en tant que lanceur d'alerte. Il partage ses analyses et messages sur des médias indépendants ainsi que sur des plateformes comme TikTok, YouTube ou LinkedIn, où il est suivi par une large communauté. Jean-Luc se distingue par une approche unique qui mêle expertise clinique et prise de position. Il n'hésite pas à aborder des sujets sensibles sur la santé mentale, les défis des familles et les influences extérieures sur le bien-être des enfants, tout en proposant des solutions concrètes. Jean-Luc, bonjour. 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 Écoute, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui sur Meditalks. Et moi? Euh, pour tout te dire, j'ai découvert tes vidéos en fait moi sur LinkedIn et j'ai été tout de suite séduit par le ton très franc que tu as, Oui, le bon sens qui se déploie dans tes vidéos, l'honnêteté et puis le côté très dynamique et très punchy aussi quand même. Hein. Il n'y a pas de bien-pensance dans tes vidéos. On voit que tu essaies de rechercher la vérité hein, en toute honnêteté. Ça m'a beaucoup plu. Et merci. donc, mais avec plaisir. Et donc, c'est pour ça que je te reçois aujourd'hui. Si ça te convient, j'aimerais bien qu'on éclaire effectivement le public sur les troubles de l'enfance. Tu vas détailler un petit peu tout ça. Sur les causes, si on peut les déterminer, comment on peut les prendre en charge, si j'ai bien compris. Et puis aussi, s'il y a éventuellement des façons de les prévenir. On essaiera d'explorer ça ensemble. Mais si tu veux bien pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Où est-ce que tu es né? Dans quel environnement tu as grandi? Et qu'est-ce qui t'a conduit à devenir psychologue? Alors, je suis né à Paris 19, Paris 19, donc voilà. D'accord. Je suis antillais d'origine. Mes parents sont venus en métropole. Bon, parce qu'ils ont souhaité proposer à leur enfant, je pense, un avenir en France, métropolitaine, pensant que aux Antilles, donc ils sont guadeloupéens à la base, D'accord. peut-être que l'avenir était un peu plus fermé en termes de possibilités professionnelles. Vous savez qu'il y a un, un taux de chômage assez important aux Antilles. Donc, bon, voilà, dans l'idée en tout cas de se développer et de proposer à leur enfant un meilleur avenir, ils ont voulu venir ici. Donc, moi, je suis né à Paris 19e. Bon, j'ai grandi dans une famille classique avec un frère, une sœur, deux parents, dans une zone D'accord. pavillonnaire de la région parisienne. Bon, Ok. ensuite, j'ai fait des études qui n'ont pas à voir avec la psychologie, hein. Je suis parti vers un BTS de comptabilité au départ parce que, comme pas mal de jeunes, je pense que je me cherchais. Alors, je savais que j'aimais beaucoup tout ce qui était psychologie parce que je lisais beaucoup de documents témoignages. Donc, j'ai toujours été intéressé par la personnalité d'autrui, mais j'avais pas encore précisément en tête. Et puis après, rapidement, quand j'ai compris que vraiment c'était cela que je voulais faire, ben, j'étais heureux hein, de le comprendre. Mais je me suis inscrit à D'accord. l'université comme tout le monde. Et Donc, tu as changé de route, en fait, encore de route. Tu t'es oui, voilà, réorienté, tu as trouvé ta voie. oui, j'ai un petit égarement de 2 années où je savais pas vraiment ce que je voulais faire après le bac. Enfin, en tout cas, je n'avais pas mis le nom sur
psychologue. En fait, j'avais pas la profession exactement. Je me voyais dans le conseil, dans le fait de parler aux gens, mais j'avais pas vraiment. Donc bon, donc du coup, voilà. Et puis quand je me suis voilà, lancée dans les études, ça a été vraiment une révélation dès la première année. J'ai tout de suite su D'accord. que c'était ça. Et j'ai eu un intérêt très particulier pour ce qu'on appelle la guidance parentale. Alors, ce que tu as Qu'est-ce que prononcé, c'est? là, les APE, enfin, tu as écrit le ZAP, enfin, c'est Oui. pas évident à prononcer, mais Oui, ça je me suis demandé au signifie, début, c'est pour ça que j'ai regardé comment tu le disais toi dans ta présentation de ton livre sur bon, l'autisme. bon, on peut dire les APE ou le ZAP, enfin, bon, ça signifie les ateliers parents-enfants, hein, APE, ateliers parents-enfants. D'accord. Et voilà, j'ai commencé ma carrière dans un hôpital de jour. Et donc pourquoi la guidance parentale, tu disais, t'es intéressé? Parce que, en fait, c'est ce qui m'intéressait au tout départ. Mais quand j'ai commencé ma carrière en hôpital de jour, l'hôpital de jour, c'était plus autour des troubles du comportement de l'enfant, notamment des enfants atteints de TSA, c'est-à-dire troubles du spectre autistique. D'accord. Et je me suis rendu compte très rapidement, durant ma carrière en hôpital de jour et ensuite en IME, parce que après, j'ai fait un peu d'IME et après, je suis C'est resté dans quoi l'IME, l'IME? Institut institut médical, médico-éducatif. d'accord. On retrouve exactement la même population, sauf que d'un côté, on a le sanitaire avec le médical, avec l'hôpital de jour, et avec l'IME, on a ce qu'on appelle le médico-social. Bon, c'est deux structures juste différentes, mais c'est la même population d'enfants. D'accord. Euh, à l'hôpital de jour, on était beaucoup plus branché psychanalytique, etc., sur la psychose de l'enfant, psychose infantile, etc. Alors qu'en IME, c'était un peu un autre vocabulaire, mais en fait, c'était la même population. Et c'était une autre approche, c'est-à-dire une approche beaucoup plus cognitivo-comportementale. Donc, moi, j'ai un peu bénéficié des deux écoles et j'ai pu ensuite mixer les deux pour en faire une sorte de, on va dire, une nouvelle méthode, parce que au fil de mes années, j'ai acquis la conviction que on ne peut pas prendre en charge un enfant sans prendre en charge aussi ses parents. Alors, euh, D'accord. la tradition en psychologie, en tout cas en psychanalyse, c'est l'enfant est une personne capable de faire un travail sur elle et donc sur lui, enfin l'enfant, et donc Mhm. capable d'être dans un cabinet avec un psychologue. Alors, l'idée, c'est de faire un dessin, d'exprimer ses ressentis. Bon, ça, c'est la méthode que l'on voit dans les livres par Anna Freud. Anna Freud, qui est la fille de Sigmund Freud, qui a développé des méthodes de prise en charge pour les enfants. Et donc, il y a toujours cette idée que l'enfant est une sorte de petit adulte que l'on va mettre face à ses difficultés et puis parce qu'il va nous mettre en action dans ses dessins, dans les rêves, qu'il va dire dans tout ce qu'il va sortir comme matériel clinique, le psychanalyste, psychologue va pouvoir l'aider à faire un travail sur lui-même et avancer. Ça c'est le modèle que les gens ont en tête, mais j'y crois pas. Je l'ai Non, ça suivi. semble, excuse-moi de te couper, mais ça semble effectivement loin du bon sens, puisque l'enfant n'est pas un adulte, justement, il n'est pas encore un adulte, et il y a des vraies différences importantes. Juste une petite parenthèse, j'ai retrouvé ce bouquin-là avant qu'on commence notre entretien, je ne sais pas si tu connais ça. C'est un vieux bouquin, Tous jouent avant 6 ans, et c'était un bouquin qui était dû publié dans les années, je pense, à 60-70, Oui. et avec des choses, pour le coup, qui sont tout le contraire effectivement de ça, c'est-à-dire bah, l'enfant n'est pas encore un adulte, et c'est aux parents de mettre le cadre et de Et, créer l'environnement dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Pardon, tout c'était à juste une fait. parenthèse, et je te laisse Non, continuer. tu as bien raison de le souligner. Puis, Dolto a dit, et je pense en induisant un peu en erreur, l'enfant est une personne. Ça, c'est le propos de Françoise Dolto. Derrière, je pense qu'il y a tout un courant de l'éducation positive, on va y revenir, qui s'est Oui, greffé derrière ça pour dire que l'enfant avait son libre arbitre et que l'enfant devait décider et qu'on devait le consulter pour tout. Bon, tout ça, on va y revenir. Mais oui, avec effectivement, plaisir. l'enfant n'est pas une personne et donc, il a besoin, et surtout, ce qui est très important, c'est que l'enfant, il a une immaturité et il entraîne ses parents dans ce qu'on appelle un conditionnement. Alors là, je vais expliquer ce que c'est, qui fait Mhm. que l'enfant, si le parent continue de donner la réponse qu'il donne, de toute façon, vous pouvez voir l'enfant comme vous voulez dans votre bureau une fois par semaine, et rien ne changera parce que quand il retournera à la maison, donc 99,9% du temps, il mettra en place ces processus, entre guillemets, de toute puissance et de tous les problèmes de comportement qu'il a. Et les parents qui, malheureusement, n'auront pas été formés, continueront de le renforcer. On appelle ça un R+, j'expliquerai tout ça, si possible, dans ces D'accord. mauvais comportements. Donc, pour moi, j'ai acquis la conviction, et ça, je me rendais compte quand j'étais en IME notamment. Vous savez, en IME, on me disait, bon, il faut voir les parents. Alors, on voyait les parents trois, quatre fois dans l'année, ce qui est très peu, hein. Donc, on avait plein d'enfants dont on s'occupait tout le temps, éducateurs, psychologues, enfin, toutes les personnes qui étaient autour, psychomotriciens.
Et nous, on créait ce qu'on appelait des projets personnalisés. C'est-à-dire qu'en gros, la NESM, enfin, la Haute Autorité de Santé, pour faire simple, donne des consignes aux établissements médico-sociaux et on a un projet à mettre en place avec, voilà, de soins pour l'enfant. Bon. OK. Et on travaillait avec les éducateurs et tout, et on se disait, mais quand je voyais les parents, moi, en tant que psychologue clinicien, je leur disais, voilà, c'est le projet personnalisé de l'enfant. Votre enfant a telle difficulté, nous mettons en place telle œuvre, telle chose sur le terrain. Alors, accompagnez-nous, essayez de faire la même chose à la maison. Bon, Mhm. mais je me rendais compte quand je revoyais les parents, 2, 3 mois après, mais j'ai dit, mais en fait, rien n'a changé. Ils n'ont rien mis en place. Ils ne se rappellent même plus du projet. Ils sont même pas capables de citer les objectifs de l'enfant de travail. Enfin, un projet, ça cible des D'accord. objectifs de travail, hein. Donc, en gros, avec les enfants, par exemple, ayant un trouble autistique, souvent les objectifs sont autour de l'apprentissage de la communication, mais aussi la gestion de la frustration, très important. On a aussi des angoisses de séparation. Alors ça, vous voyez, c'est une notion psychanalytique dont enfin, les cognitivo-comportementalistes ne veulent pas entendre parler. D'accord. J'expliquerai. Mais en Oui, on va gros, revenir là-dessus aussi. on a Mais des donc, enfants. pardon, excuse-moi de te couper. Mais donc, ça veut dire que tu dis d'emblée, en fait, que l'importance des parents dans le projet éducatif, ce qui semble une évidence, est cruciale. Et Mm, donc, s'ils sont pas pleinement investis mm, auprès de leur enfant, quel que soit le trouble, entre guillemets, oui. ben, ça complique énormément les choses. Et donc, il faut évidemment qu'ils accompagnent leur enfant avec la guidance que tu leur amènes, Mm. si je comprends bien. Oui, voilà, c'est d'autant plus valable pour un enfant ayant un trouble autistique. Alors, même pour un enfant qui n'a pas de trouble D'accord. autistique, l'implication est importante, mais pour un enfant ayant un trouble autistique, elle est fondamentale parce que, donc, je vais employer juste le terme de renforcement, je vais essayer de l'expliquer en 2 mots, c'est Hmm. en comportementalisme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la psychologie comportementale, on appelle ça du behaviorisme. Mhm. Behavior veut dire comportement en Comportement. anglais. Hein? Donc, vous connaissez tous l'histoire du chien et de Pavlov et l'os et la salivation. Enfin, on voit ça en troisième généralement. C'est en gros que Mhm. si on met un os et qu'à côté on met une clochette, eh bien, le chien va saliver pour l'os. Mais après un certain nombre de présentations, os, clochette, vous pouvez enlever l'os. Il salivera pour la clochette parce qu'il aura été conditionné à avoir la clochette et l'os. Et il se dira, si tu me mets la clochette, c'est que j'aurai l'os bientôt. Mhm. En gros, c'est le comportementalisme pour expliquer qu'il y a des choses qui sont associées. Quand un enfant a un comportement, je le vois tous les jours dans mon cabinet, un mauvais comportement et qu'il a à ce comportement associé une mauvaise réponse, c'est-à-dire une réponse renforçante, en gros, c'est-à-dire une réponse qui encourage l'enfant à maintenir son mauvais comportement. Je vous D'accord. donne un exemple tout Oui, un simple. exemple. J'arrive avec un parent qui dit quelque chose, qui m'explique par exemple la problématique de l'enfant. Ben voilà, un enfant qu'on va appeler Guillaume, il a tendance à faire telle ou telle chose, telle ou telle chose. Et immédiatement, Guillaume va interrompre son parent, Mhm. va l'engueuler en disant mais c'est pas vrai, arrête de dire ça, tu dis n'importe quoi, et aller presque à un vocabulaire insultant envers le parent. Et le parent va s'excuser, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, donc, je prends ma main pour expliquer l'histoire de l'océan, pour revenir à D'accord. l'analogie. On a le mauvais comportement de l'enfant qui invective son parent en lui Mhm. disant arrête de dire ça, tu dis n'importe quoi. Donc, tu dis n'importe quoi, c'est bien manquer de respect, hein, à un parent. Et immédiatement, plus, on va associer l'excuse du parent D'accord. qui adopte profil bas. Résultat égal, toute puissance de l'enfant qui comprend, il comprend quoi l'enfant? Le parent, c'est mon égal. Le Mhm. parent est mon égal. Et si je veux qu'il s'excuse, il faut que je le gueule dessus. Non, ce que je veux dire, ce qui est hyper important, c'est que ce schéma-là, qui se passe dans mon bureau, Mhm. se produit, et c'est ce qu'on appelle dans le conditionnement le renforcement, on va dire peut-être une vingtaine, une trentaine de fois par jour. D'accord. Et rien que celui-là, je n'ai pas parlé des autres, parce qu'il y a plein D'accord. d'autres mauvais comportements. Et le D'accord. parent vient me dire, ah mais mon enfant, il a un TDAH. Alors justement, je te coupe, est-ce qu'on pourrait commencer par ça? C'est faire la distinction entre la situation que tu viens d'expliquer, et puis j'aimerais que tu nous décris effectivement ce que c'est qu'un TDAH, toutes les sigles que tu décris dans Oui, d'autres voilà, vidéos, HPI, HPE, TSA, etc. voilà. Et je voudrais qu'on puisse faire la distinction entre la situation que tu viens d'expliquer et une situation diagnostiquée, pertinente d'un trouble comportemental d'un enfant. Est-ce que tu peux D'accord, revenir là-dessus? très bien. Définir Alors, chacun des mots. très bien. Alors, si je prends l'exemple du TDAH, alors un TDAH, c'est un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Bon,
C'est pas quelque chose de nouveau. C'est en psychologie dès 1902 d'ailleurs. Hein. Bon, on avait donc après je ne vais pas faire trop dans l'histoire, mais c'est pour expliquer que Hmm. c'est un trouble qui a été identifié pour la première fois donc au XXe siècle, qui décrit normalement une lésion cérébrale mineure et qui est réellement due à un dérèglement du trouble, ce qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental. Donc, quand on D'accord, a un TDAH, un vrai TDAH, ce qui est extrêmement rare, eh bien, d'accord. on est, entre guillemets, né comme ça, avec une sorte de déficit d'attention qui est dû à, si je puis dire, Une une lésion. lésion qui serait D'accord. identifiable. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aucun examen, aucun Mhm. IRM que l'on pourrait faire passer, c'est-à-dire biologique ou médical, ne pourrait dire, regardez, sous son cerveau, je vois la lésion qui explique pourquoi votre enfant a un trouble d'attention. C'est pas vrai. Bon, Donc, tu es en train de me dire qu'il n'y a aucun examen, il y a aucun diagnostic en fait qui est posé de TDAH en fait, puisqu'on ne fait pas alors, il l'examen y a des d'imagerie. voilà, aucun diagnostic médical ne peut le permettre. Alors après, il y a des diagnostics qu'on appelle cliniques, psychologiques, avec D'accord. des tests qui sont finalement des tests psychométriques, mais si je puis dire, des tests plutôt sous forme de questionnaire. Il y a un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Connors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Mhm. il y a des échelles d'évaluation, et là on pose des questions. Est-ce que l'enfant a tendance à dire si? Est-ce que l'enfant a tendance à se comporter comme ça dans telle situation? Et après, on D'accord. a un score, et d'après ce score, on dit, il a le TDAH. Mais on suppose qu'il a ce TDAH, qu'il a quelque chose dans sa tête qui ne fait qu'il a un déficit d'attention. Mais quand on fait ça, on ne s'occupe que du symptôme. C'est-à-dire que en clinique, il y a le symptôme et il y a la cause. Et si on s'intéresse à la cause et que moi j'ai des parents qui viennent à moi et que je vois qu'ils se font humilier par leur enfant devant moi et qui s'excusent, et que je vois quand j'explique aux parents, je dis mais en fait votre enfant il n'arrive pas à faire ses devoirs, vous dites qu'il n'arrive pas à se concentrer. Je dis mais madame, monsieur, quand votre enfant utilise la tablette et qu'il joue, il est dessus, vous me dites qu'il y passe des heures, il est à fond, il est concentré, là, il n'a pas de saute d'attention, il n'y a pas de problème d'attention là avec la tablette. C'est vrai. Par contre, quand on lui demande de faire ses devoirs, là, il est plus capable de lire trois lignes, là, son attention se disperse. Est-ce que vous croyez réellement que le TDAH peut être comme ça à géométrie variable? À ce moment-là, les parents commencent à douter. Vous voyez ce que je veux dire? Je Commencent à me comprends dire, très très bien. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a un surdiagnostic de TDAH, en gros, si je mais, comprends bien. Dans mais une grande majorité de cas, c'est pas le à, sujet. oui, tu as bien raison, D'ac- à 1000%, à D'accord. 1000%. Et alors, HPI, Alors, moi, enchaînons. je continue. HPI, haut potentiel intellectuel. Bon, Qu'est-ce que ça d'où veut ça dire? vient et pourquoi? À la Ouais. base, on avait un test qui s'appelait le WISC, ça veut dire le Wechsler Intelligence Scale of Children. En gros, c'est un test qui évalue le QI. Bon, quand on évalue notre QI, ce vieux test existe toujours, évidemment, mais on est venu et on a rajouté une dimension de potentiel intellectuel. Alors, il faut savoir aussi que là, on est dans les années 1905 avec Alfred Binet et compagnie. Bon, il a inventé le test du QI, c'est très bien. Sauf qu'on est venu nous entendre qu'il y a une forme d'excuse à être différent sur un plan donc toujours neurologique, et cette différence, cette intelligence supérieure révélerait chez l'enfant des difficultés d'adaptation et aurait des troubles du comportement. À cela, on a accolé le HPE au potentiel intellectuel, donc HPI, HPE qui vont de pair pour expliquer que Donc intellectuel et émotionnel, c'est ça les deux? j'ai dit quoi? Oui, j'ai dit émotionnel, hein, au D'accord, ok. potentiel émotionnel, HPE. Et les deux allant de pair, on considère qu'un enfant qui a un QI supérieur, ou en tout cas qui, soi-disant, pense plus vite que les autres, ou en tout cas qui a ce qu'on appelle une structure cérébrale en arborescence, c'est-à-dire qu'il fait des connexions, des liens que ne feraient pas les autres. Alors, quand je dis un enfant, c'est aussi un adulte, hein, Mhm. eh bien, on dit que cet enfant serait en difficulté parce qu'il serait neurodifférent. Hein. C'est-à-dire, c'est cette neurodiversité, hein, puisque tu as expliqué que je suis en train d'écrire un livre dessus, cette neurodiversité a tendance à dire, nous ne sommes pas câblés comme vous, nous sommes atypiques, donc c'est une atypicité cérébrale, hein. Nous ne sommes pas configurés comme vous et nous devons être compris dans notre différence et acceptés dans notre différence. Et vous devez donc quoi? Vous devez donc excuser notre atypicité et excuser notre manque d'adaptation. Ok. Et, Donc le diagnostic est fait comment? Est-ce qu'il y a un diagnostic précis, encore une fois, ou est-ce que c'est un peu du bullshit, ou est-ce que comment ça se passe? bon, de la même manière, pour tout ce qui est HPI, HPE, bon, on fait passer des tests, mais la plupart du Questionnaire, choses temps, comme ça? le vrai test, le seul qui est valable,
c'est un test de WISC, c'est-à-dire un test d'intelligence, comme j'ai expliqué, qui a été inventé par Alfred Binet dès 1905. Mais si c'est vraiment le cas, et si on reste dans le vocable ancien, on ne dira pas qu'il est HPI. Moi, si je fais passer un WISC, je n'en fais pas passer, mais si vous allez voir un neuropsychologue qui fait passer un WISC, il vous dira, ben oui, votre enfant, il a une intelligence supérieure dans telle ou telle moyenne. Ça s'arrête là. C'est pas Ok, censé expliquer autre chose. Et moi, je déteste d'accord. ce sigle HPI ou HPE, ce qui est ridicule pour pouvoir expliquer. Derrière, on peut faire passer ce qu'on appelle un EQI, c'est-à-dire, en gros, c'est pour le HPE, un questionnaire de gestion émotionnelle pour voir si l'enfant a du mal à gérer ses émotions. Mais ne jamais mettre de sigle HPE derrière, parce que si pour moi un enfant a du mal à gérer ses émotions, je dirais, d'abord, j'ai pas besoin de faire passer un EQI, de faire passer un test, on le voit tout de suite à travers les interactions dans le quotidien. Donc, Mhm. cette histoire de vouloir mettre des scores, mettre des chiffres, mettre des sigles pour dire l'enfant, parce que quand vous dites ça à un enfant, il faut croire que lui, il entend tout ça. Il Bien repart à sûr. l'école en disant je suis HPE, je suis. Mais vous savez, être et avoir un trouble, c'est pas la même chose. Quand l'enfant dit qu'il est, ça devient son identité. Moi, je suis différent des autres. Alors qu'en fait, si on regarde, et j'ai pas fini sur le TDA, je vais revenir. J'ai donné Merci. l'exemple que l'enfant n'arrive pas à se concentrer pour faire ses devoirs, mais il arrive à se concentrer pour jouer à des jeux. Quand vous avez un HPE, c'est souvent du même acabit. Il a du mal à gérer ses émotions. Ce n'est qu'un symptôme. Mais Mhm. à quoi est relié ce symptôme? Certainement pas à ce qu'on appelle une configuration neurodéveloppementale différente, comme on voudrait nous le faire croire, Mhm. mais à un passé, à une histoire, à des réponses de la part de ses parents qui Mhm. favorisent ce HPE. Et comme aujourd'hui, on ne veut plus. Oui, mais les gens vont pas t'aimer parce que tu responsabilises les parents. Donc, du coup, effectivement, les médias vont te dire, ah, mais monsieur Robert, vous responsabilisez les parents, ils sont coupables de faire des erreurs d'éducation. Bah oui, moi je suis parent, je sais pas si t'es parent aussi, mais du coup, on fait des erreurs tous les jours, Tout effectivement, à et on fait. apprend chaque jour. Tout à fait. On ne veut plus responsabiliser les parents et dire qu'il y a un lien entre l'éducation qu'on donne à l'enfant, les réponses qu'on donne à l'enfant et ce qu'il devient. Et Mhm. pour prendre Bien l'exemple sûr. du HPE, c'est un très, très bon exemple. Si un enfant a du mal à gérer ses émotions, HPE, je répète, haut potentiel émotionnel, ce qui est une escroquerie Oui, ça intellectuelle, semble bizarre, oui. mais escroquerie intellectuelle sans nom. Oui, Parce je que comprends. haut potentiel, ça voudrait dire qu'il a une telle sensibilité que c'est un atout pour lui. Il est supérieurement développé d'un point de vue de ses émotions, enfin n'importe quoi. Oui, bah, Puisque il n'y a pas de l'enfant, diagnostic, quoi. Il faudra un diagnostic à ce moment-là. Il faudrait quelque chose de précis, quoi. non mais, puisque l'enfant, je dirais que c'est même pas un haut potentiel, c'est un bas potentiel. Vous savez ce que Oui, c'est c'est au qu'un... contraire qu'il sait pas gérer ses émotions, Ben peut-être. voilà, voilà. Ça Vous peut- voyez l'escroquerie. Oui, c'est L'escroquerie, tour de c'est de lui passe-passe, faire on croire. inverse, c'est le truc, quoi. Voilà, c'est de lui faire croire qu'il est d'une intelligence, enfin qu'il a une. En fait, quand on dit qu'à une personne c'est une éponge, bon, qui gère mal ses émotions, c'est plutôt péjoratif, hein. Et ça Mhm. veut dire que dans la société, dès qu'il y a quelque chose d'un peu trop violent pour lui, eh bien, ça l'atteint et il est tout de suite dans des états où il se contrôle plus, il est très, très, bon, c'est plutôt une péjoratif. Mais là, on veut nous faire croire que cette éponge-là, émotionnelle, au contraire, ça serait un avantage pour la société et là, ça serait à la société de s'adapter. Donc, que font les parents quand l'enfant est soi-disant HPE? Mhm. Malheureusement, quand il a ce signe, on dit aux parents, votre enfant, il est particulier, donc il faut le prendre à part, lui parler d'une certaine manière, il faut être très préventif par rapport à cette intelligence émotionnelle. Donc, en gros, on protège l'enfant en le surprotégeant, en lui faisant croire que le monde est méchant, et toi, ben, comme tu es particulier, ben, il faut que le monde te comprenne, donc on va te mettre à disposition un environnement qui sera bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois Mais très bien. Et je vois même un lien entre ça et la perte d'autorité dans nos sociétés aussi. Parce que tout à fait, ça veut dire qu'en fait, on est en train de détruire le rôle de parent et son autorité, ça veut dire savoir dire non aussi, hein. Et donc, tout à fait, c'est une façon de grandir. Une des façons de grandir, c'est d'apprendre à dire non. tout à fait. Alors, si je peux enchaîner sur le Je nom, t'en prie, je t'en prie. par exemple, si je reviens sur le TDAH, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu dans mon bureau des enfants, je voyais par exemple des enfants qui vraiment manquaient de respect à leurs parents, qui contredisaient leurs parents, j'en avais un une fois qui jouait avec une balle qui faisait coin, 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 coin comme ça. Et je dis à l'enfant, dépose cette balle s'il te plaît, parce que là, j'arrive pas à parler. Alors,
En 2 mots, j'arrivais pas à parler. L'enfant faisait coin-coin parce qu'il ne voulait pas que je parle à sa mère. Et il ne Mmh. voulait pas que je parle à sa mère parce que tout simplement, il y a souvent dans ces pathologies, enfin dans ces difficultés-là, l'envie d'accaparer l'attention d'adulte à tous, enfin entièrement, Je parce comprends. qu'il y a une forme de relation qui se veut hyper possessive et hyper exclusive avec le parent, hein. Je vais revenir là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'angoisse de séparation. Bon, on a souvent ça. Donc moi, cliniquement, je vois que l'enfant ne supporte pas que je parle à sa mère parce que tout simplement, il veut sa mère pour lui tout seul et il ne supporte pas ça. Donc il fait coin-coin, comme ça, je ne parle plus. Je dis à l'enfant, pose la balle, s'il te plaît. Donc évidemment, l'enfant ne pose pas la balle. Et puis la mère, au bout d'un moment, je lui dis, Madame, s'il vous plaît, prenez-lui la balle. Et la mère, elle me regarde et elle me dit, ouais, mais donne-moi la balle, s'il te plaît. Mais c'est pas ce que je vous ai demandé, madame. Je vous ai demandé de lui prendre la balle, en fait. Vous voyez, la différence, c'est que elle demande à l'enfant. Alors, l'enfant lui dit, bah non, hors de question que je te la donne, tout simplement. Alors, tu fais comment? Bah, ce qui est embêtant, c'est que la mère, elle me dit, mais je peux pas parce qu'on m'a dit qu'il était TDAH, alors donc je peux pas lui prendre la balle. Vous voyez, cet exemple-là, il est Ouais. parlant. À partir du moment où la mère pense que son enfant a un trouble du déficit de l'attention et qu'avec hyperactivité, hein, le H, que son enfant est hyperactivité, avec une hyperactivité, cet enfant est opposant, eh bien la mère pense que l'enfant ne fait pas exprès. C'est quelque chose qui est dans son cerveau et que l'enfant ne fait pas exprès de désobéir. Donc, elle ne se sent pas légitime pour lui prendre cette balle. Vous voyez Je comment comprends c'est très bien, mais quelle perverti? perte, ouais, et puis c'est une perte de pouvoir de l'éducation Voilà. qui est très importante, quoi. Alors je dis, mais madame, déjà, je vais vous démontrer que votre enfant n'est pas TDAH, comme vous dites, Mmh. mais pour que votre enfant puisse vraiment être TDAH, il faudrait qu'il n'y ait pas de problème éducatif, madame. Alors, donc, du coup, j'ai fait descendre l'enfant, parce qu'une fois que, enfin, descendre mon bureau est en mezzanine, hein, en gros, une fois que moi, j'ai vu D'accord, l'enfant, j'ai vu les troubles, je reste avec le parent. Parce que ce qui d'accord. m'intéresse, c'est de faire comprendre aux parents qu'il a fait des renforcements. Mmh. Quand, je, quand, par exemple, je vous ai demandé de prendre la balle, vous avez immédiatement posé une question à l'enfant. Est-ce que tu peux me donner la balle, s'il te plaît, hein? C'était vraiment formulé comme ça, hein. Mais quand vous dites comme ça, vous demandez à l'enfant quelque chose en lui disant, tu as le libre arbitre, tu as la possibilité de ne pas me la donner. Est-ce que vous vous rendez compte que vous renforcez l'enfant dans l'idée qu'il y a une symétrie entre vous et que vous n'êtes pas au-dessus, vous n'êtes pas le parent qui commande. Et aujourd'hui, vous venez me voir parce que vous me dites que votre enfant est hétéro-agressif, c'est-à-dire que l'autre jour, il vous a donné une claque. Vous venez me voir parce que vous avez le sentiment que votre enfant ne vous obéit plus, mais cette désobéissance de l'enfant n'est pas liée à un TDAH, elle est liée à un problème éducatif Et parce que comment le vous prennent les lui parents quand tu expliques ça aux parents? Est-ce qu'il y en a qui le prennent très mal? Est-ce qu'il y en a qui comprennent? Comment ça se passe? Alors, souvent, ils me disent, certains me disent merci, on ne me l'a jamais dit, oui. Certains rejettent cela et me disent, mais un neuropsychologue, j'ai vu un pédopsychiatre, j'ai vu ceci, il a fait passer un test, vous savez, la blouse blanche, vous savez, le fameux psychiatre qui a un savoir médical que moi, je n'ai pas, hein, parce que moi, je Mmh. suis psychologue. Alors, on le met au-dessus de moi. On me dit, mais vous vous rendez compte, c'est quand même un psychiatre, hein, ils ont fait des tests. Et je dis, mais madame, le psychiatre ne prend pas le temps de faire l'entretien clinique que je vous fais. Je vais vous prendre un outil qu'on appelle l'EFC. Alors, je leur prends une feuille. EFC, ça veut dire évaluation fonctionnelle du comportement. En gros, je leur prends un truc en 3 colonnes et je leur dis, écrivez-moi tous les symptômes, tous les problèmes de comportement qu'a votre enfant dans la Mmh. colonne B. La colonne B, c'est la colonne du milieu. Alors, ils m'écrivent, ah, l'enfant désobéit, l'enfant ceci. Ensuite, je dis, écrivez-moi les réponses que vous faites quand il désobéit. Donc, ils écrivent à côté. Et à D'accord. chaque fois, je leur démontre, voyez, à chaque fois que vous faites cette réponse, elle est encourageante pour l'enfant. Elle est renforçante parce qu'elle est agréable. Donc, je leur Mmh. montre avec des outils très précis qu'ils sont dans un conditionnement où leur réponse favorise la désobéissance. Donc, j'ai dit, Mmh. maintenant, on va faire ce qu'on appelle un contre-conditionnement, c'est-à-dire qu'on va faire une réponse différente qui ne sera plus renforçante. Alors, si je donne un exemple de ce qui est renforçant, c'est par exemple à l'école, quand vous donnez un bon point, un lion jaune, un lion vert à un enfant, Mmh. c'est parce qu'il a un bon comportement, il obtient une récompense et cette récompense l'incite à avoir à nouveau le bon comportement, ce qui est Mmh. tout à fait Carotte et normal. bâton, c'est Dieu comme le monde, quoi. Mais le problème, c'est quand on fait, comme vous dites, cela, mais pour des mauvais comportements. Eh bien, je leur Mmh. dis, là, quand il a un mauvais comportement, c'est comme si vous lui donniez un bon point. Là, l'enfant dans le bureau n'a pas envie de donner la balle et vous le confortez dans l'idée qu'il a le choix, puisque vous lui posez une question. Et l'enfant Je répond à comprends. la question non, je ne veux pas.
Et je suppose que plus cette réponse des parents est exercée sur le long terme, je veux dire, plus l'enfant grandit et plus il va être ancré dans ces comportements-là. Et donc, c'est pour ça que je citais le livre au début de Tous jouent avant 6 ans, Voilà. qui est sans doute un peu factice comme livre, mais qui est intéressant. Ah non, C'est-à-dire mais que très. jusqu'à un certain point, j'imagine qu'on peut inverser la tendance, entre guillemets, et rectifier les comportements. Et j'imagine que si on atteint 10, 15 ans, après, ça va être plus compliqué, non? C'est bien précisé dans le livre que tu dis, et tu as bien raison de le citer. Je pense que c'est tout à fait une bonne référence. Il y a, alors justement, dans le conditionnement, quelque chose d'extrêmement important, c'est le nombre de fois où ça se produit et le nombre d'années. Quand j'ai cité l'histoire de l'os et du chien de la salivation, je prends cet exemple vraiment aux parents, hein, souvent, hein, parce que je leur Mhm. explique, si vous présentez à un chien un os et une clochette 10 fois, vous pouvez le déconditionner ou le contre-conditionner facilement. C'est-à-dire que 10 autres fois, vous lui présentez plus jamais l'os, vous présentez que la clochette, et puis il va arrêter de saliver parce qu'il va comprendre qu'il n'y a pas d'os, il n'y a plus d'os. Mais si vous le faites 100 000 fois, eh bien, vous aurez beaucoup de mal. Vous pourrez enlever tant que vous voulez l'os en lui disant maintenant la clochette, ça signifie plus qu'il y a de la nourriture. Vous aurez le chien qui devient fou et qui attend son os. Donc, vous avez tout à fait raison. Moi, vous savez, je prends cet exemple dans mon bureau en disant, mais vous savez, et là, souvent, je le fais, ça choque les parents, hein. Des fois, je reste une demi-heure avec l'enfant, une demi-heure, et le parent, et au bout d'une demi-heure, je dis à l'enfant, bon, maintenant, tu quittes le bureau. Alors déjà, il faut voir la tête de l'enfant, hein. L'enfant qui est dans la fusion avec ce parent, il veut jamais quitter le bureau. Il commence à dire qu'il veut pas quitter le bureau, mais je lui fais Mhm. comprendre qu'il n'a pas le choix et qu'il va quitter le bureau. Et le parent, déjà, est désabusé que j'impose ça à son enfant. Vous voyez? Ouais, je Ça, c'est comprends. Ouais. drôle, hein. Bon, déjà. Donc, l'enfant quitte le bureau et à ce moment-là, je prends les parents et je commence à leur expliquer que j'ai noté, et des fois, je fais même des petits bâtons, hein. J'ai Mhm. dit, madame, vous savez, on est resté une demi-heure, monsieur, vous avez donné 30 mauvaises réponses en 30 minutes. Une mauvaise réponse par minute. Imaginez, donc en une heure, on aurait eu 60. Vous savez combien il y a d'heures dans la journée, hein? Vous faites 8 heures avec l'enfant. Bon, des fois. Donc, faites un simple calcul. Moi, je veux bien le diviser par deux, hein. Mhm. On peut diviser par deux. Mais calculez, vous obtenez à la fin de la journée un chiffre astronomique de mauvaises réponses. Qu'est-ce que c'est que des mauvaises réponses? Alors, je vais dire, allez, dans la journée, il y en a au moins 500. Mais vous vous rendez compte, 500 en une journée. Donc, 500 en une journée, c'est renforcer positivement, c'est-à-dire donner un bon point, un encouragement dans la toute-puissance de l'enfant, dans son comportement tout puissant. Vous l'encouragez, Mhm. vous le validez là-dedans, ça lui fait plaisir. Si vous multipliez ça par 365 jours dans l'année, ce chiffre-là, 500 par 365, vous obtenez en un an un chiffre effrayant. Mhm. Et si l'enfant que vous venez me voir alors que l'enfant il a 12 ans, 13 ans, parce que des fois les parents viennent, vous savez quand les parents viennent, c'est parce que l'école leur a dit on n'en peut plus, ça fait combien d'années qu'on vous dit allez voir un psy. Bon, ils viennent, allez voir un psy parce qu'il est TDAH. Enfin souvent l'école fait des diagnostics comme ça farfelus. Mhm. Alors les parents viennent parce que l'enfant a 12 ans, parce que l'école dit on va plus le garder, et puis on nous a dit qu'il était TDAH. Est-ce que vous pouvez me valider ça? Je dis bon, il n'est pas TDAH, mais je vais vous expliquer, vous venez me voir très tard. Et j'ose pas leur dire que vous venez me voir trop tard. Pourquoi je dis ça? Parce que comme vous venez de me le dire, quand un enfant a 12 ans, même quand il a 6 ans, c'est déjà très tard, hein, même à 6 Mhm. ans, et D'accord. que vous avez fait cette multiplication-là dont je vous parle, moi, je sais le nombre de renforcements qu'a l'enfant, alors vous comprenez qu'on est obligé de mettre une guidance parentale à domicile. C'est le Ouais, fameux LESAP, et qu'il faut d'accord. des parents extrêmement motivés, J'imagine. extrêmement à l'écoute. Et adaptatif, parce qu'il faut qu'il puisse changer de comportement rapidement et radicalement. Et tout à fait. Et pourquoi c'est quasiment impossible? Et je ne veux Mhm. pas faire peur aux parents, c'est que les Mhm. parents sont tellement conditionnés Mhm. Eux-mêmes, eux-mêmes et tellement persuadés que ce qu'ils faisaient était bien jusqu'à présent que, vous je comprends. savez, souvent ce qu'ils me disent dans le bureau, alors bon, je n'ai pas le temps de vous présenter ici, mais je leur présente les outils avec lesquels on va travailler, hein. Donc en Mhm. gros, je leur présente un jeu, enfin pour l'enfant ça ressemble à un jeu, mais ça n'a rien d'un jeu, Mhm. où on va appliquer, on va dire, des réponses à la maison éducatives qui vont être bien différentes de celles habituelles. Alors moi, je gère un D'accord. service de psychologue, j'envoie ces psychologues au domicile, des psychologues qui ont été formés à ce jeu et qui Mhm. vont guider les parents comme des coachs. Alors souvent, je prends l'idée de Super Nanny, mais c'est pas Ouais, Super bah Nanny. si, c'est ce que j'allais dire, ouais. Mais Non, c'est pas parce super que Nanny. Super Nanny, elle vient et elle est une personne qui incarne une forme d'autorité et elle dit aux parents et à l'enfant, en fait, faites ça. Alors que moi, je veux que le parent soit acteur.
Donc, je D'accord. dis aux psychologues que je forme, surtout, vous formez les parents dans un temps séparé de celui de l'enfant, mais quand l'enfant est là et qu'ils sont censés faire le jeu, vous prenez du recul et du retrait, vous observez. En fait, c'est pas tout à fait la même méthode. Enfin, l'idée, c'est que le psychologue qu'on appelle psychologue d'atelier Mhm. vienne superviser le parent et le former. D'accord. Mais il n'a pas forcément une interaction intense et directe avec l'enfant, comme c'est le cas de Super Nanny. C'est juste la Ok, je différence. comprends. Bon, C'est le parent qui doit prendre le relais et qui doit voilà, éduquer son enfant, et donc c'est le voilà, parent qui est formé. voilà. Ok. Ben Oui, merci, c'est vas-y. très clair. Je te coupe juste parce qu'après j'aimerais, parce que le temps passe vite, et j'aimerais après Oui, qu'on aborde les troubles du spectre autistique. Mais oui. sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, si je comprends bien, moi je suis dans une logique aussi de prévention. Et Mhm. si je comprends bien, en fait, je caricature peut-être un peu, mais la meilleure prévention, c'est l'éducation des parents, quoi. Ah, mais d'une évidence telle. Et même si vous avez le moindre doute en tant que parent, je leur dirais, mais venez consulter dès les premiers troubles. Parce que les parents pensent souvent que ça va s'en aller avec le fait que l'enfant va avoir une croissance physique, il va grandir, il va devenir raisonnable. Mhm. Mais ils n'ont pas compris une chose. Il y a ce qu'on appelle le développement, si je puis dire, enfin, on appelle chronologique, c'est-à-dire que l'enfant a 3 ans, 4 ans, 5 ans. De manière chronologique, il a la corpulence d'un enfant de 4 5 ans. Et il y a ce qu'on appelle le développement qui n'est pas chronologique, c'est-à-dire l'âge développemental, c'est hyper important. Ça veut dire qu'à, par exemple, j'ai envie de dire à 3 ans, un enfant n'est pas très tolérant à la frustration parce qu'il a 3 ans, c'est sûr. Mhm. Donc, Bien il n'est sûr. pas très patient et compagnie. Mais il est déjà capable de comprendre le non et l'interdit. Si vous n'inculquez pas cela à un enfant, si vous ne lui apprenez pas à attendre, je peux prendre juste des références d'auteurs comme Winnicott, hein, je ne vais pas faire trop long, mais Mhm. Winnicott a expliqué ce qu'était une mère suffisamment bonne, c'est-à-dire une mère qui est capable de frustrer suffisamment son enfant. Il a expliqué ce qu'était la préoccupation primaire maternelle. Quand vous sortez de l'hôpital, de la maternité que vous avez accouché, vous êtes dans une préoccupation où vous anticipez tous les désirs de l'enfant, ce qui est tout à fait normal. Mhm. Mais après, vous allez introduire de la réalité frustrante. Quand je dis Mhm. après, ça veut dire au bout de quelques mois, parce qu'au début, quand l'enfant pleurait, vous ameniez le sein, le biberon tout de suite. Et c'est normal de le protéger quand il est nouveau-né. Voilà. Mais avec le temps, quand l'enfant grandit, vous allez commencer à introduire la réalité. Parce que l'enfant, lui, il est dans un fantasme de toute puissance, qui est tout à fait normal. Vous allez lui dire, attends 2 secondes, le biberon n'est pas prêt, voilà. Vous allez commencer à lui faire rentrer dans un principe de réalité alors qu'il était dans un principe de plaisir. Donc, Mhm. j'accélère pour venir au jour d'aujourd'hui. Mhm. Ces enfants-là, si vous ne faites pas ce travail-là, Mhm. à 3 ans, l'âge développemental d'un enfant de 3 ans peut être celui d'un enfant de 6 mois. Ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que je vois l'enfant à 3 ans qui est incapable de supporter la moindre frustration comme s'il avait 6 mois. Oui, gros Vous problème. comprenez? Gros problème pour la société et pour lui-même, pour tout le Voilà. monde. Et quand l'enfant a 6 ans, le parent pense que, ben, comme il a 6 ans et qu'il a grandi, Mhm. il va grandir. Mais il a grandi au niveau chronologique. Mais au Ouais, niveau développemental, il a toujours 6 mois. ouais, je Donc, comprends. vous avez un enfant qui ne supporte aucune frustration. Et là, l'école dit, mon Dieu, cet enfant, il a un TDAH, mon Dieu, il gère pas la frustration, il a si. Mais en fait, il y a juste que vous avez fait n'importe quoi, excusez-moi, pendant 6 ans, mais c'est normal parce que vous étiez des parents dans l'idée que vous croyiez qu'il faut couvrir l'enfant d'attention, de tout ça. Vous pensiez être des parents aimants, mais vous n'avez pas compris une chose, c'est que l'enfant, vous lui donnez le petit doigt, il vous prend le bras, il va jamais s'arrêter. Si vous n'arrivez pas à avoir à un moment donné, cette science tout à fait, enfin, c'est l'éducation à l'ancienne, hein, mais en tout cas, c'est une éducation qui est valable, c'est que vous introduisez de la frustration dans l'éducation et vous introduisez tout simplement de l'autorité. Non, c'est non et c'est définitif et je te laisse pleurer tant que Mhm. tu veux, mais je ne reviendrai pas sur ce non. Si vous Mhm. n'introduisez pas ça, eh bien, à 6 ans, c'est déjà extrêmement tard et tu as tout à fait raison de dire, des fois, c'est déjà bien, j'ai envie de dire trop tard. Et Mhm, je malgré le comprends. fait qu'on mette en branle la machine, je ne le cache pas, je dis la vérité, une majorité de parents sont incapables d'appliquer le programme que je propose. Alors, ils Je me disent comprends. tous, au départ, je termine juste là-dessus, ce que j'allais te dire au départ, ils me disent tous, oui, oui, on a compris ce que vous avez dit, on est motivé, on va faire ce que vous dites. Quand je les regarde, je sais que dès que je vais leur donner les premiers exercices à faire, quand je fais la supervision, tu sais, quand le psychologue va au domicile, il me fait un compte rendu et je supervise et je mets mes remarques, hein. Au bout de 3 4 ateliers, je vois tout de suite les parents qui sont motivés, hein. Au bout de Mhm. 3 4 ateliers, ils n'ont rien fait de ce qu'on a demandé. Je les appelle, je dis monsieur, madame, rappelez-vous. Je les relance tout le temps. Des fois, je me rends compte au bout de 20 30 40 ateliers, vous n'avez toujours pas fait ce que j'ai demandé.
Donc, vous voyez, et il me disait au départ, oui, on est motivé. En fait, les parents sont motivés, mais la réalité, c'est qu'ils attendent de nous le miracle. Oui, La je plupart comprends. du temps, je le remets à un psychologue, le psychologue va changer l'enfant. Mais je dis, mais moi, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne peux pas le faire à votre place. Je comprends. Avant de passer à l'autisme, j'ai juste une dernière question qui me vient en tête et peut-être que ça n'a Oui, aucun rapport, mais est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on est en train de dire et le nouvel équilibre qui se joue en fait dans les familles avec le fait que les femmes travaillent plus, que les hommes sont peut-être plus présents au foyer aussi maintenant, plus présents auprès des enfants. Enfin, il me semble qu'il y a eu un rééquilibrage dans les dernières décennies, disons, ou dans les dernières années même, qui s'est accéléré. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et les troubles de l'enfant, ou tu penses que non, cet équilibre-là peut se jouer de façon positive sans trouble particulier pour les moi, je enfants? ferais une analyse encore un peu plus globale, mais en fait, bon, D'accord. je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Moi, je dis qu'on est dans l'ère de l'homme déconstruit, que la place du père et de la fameuse autorité remise en question. Mhm. L'éducation positive a fait irruption. Et si tu regardes sur Amazon, tu verras que les livres qui fonctionnent, ce sont Comment devenir un parent positif, etc. Mhm. L'homme castré, l'homme déconstruit, les valeurs de l'autorité qui sont remises en question, comme j'ai Mhm. expliqué depuis Dolto. Donc, avant, il y avait effectivement parfois de l'autoritarisme, c'est-à-dire Mhm. un excès d'autorité. Les enfants, cette génération-là, c'est plutôt la génération de mes parents, ont tendance à dire, bon, moi, ça ne m'a pas empêché de bien grandir hein, quand même, mais c'est vrai que des fois, c'est abusé, les punitions. Mhm. Le professeur qui tape sur la main parce que la règle, moi, j'ai retrouvé un truc de 45. Un prof avait dit en 45, alors il y avait ça en 45, il faisait comment on appelle, des punitions, des règles de punition. Par exemple, n'a pas tenu à jour son cahier, ça sera 20 lignes. N'a pas fait Mhm. ci, ça sera 30. Bon, voilà, j'ai retrouvé ça. Ça s'est Ça m'avait assoupli hein, depuis, ça s'est oui, assoupli. donc il y avait cet excès-là. Mais comme dans toute société, chaque fois qu'il y a un excès d'un côté, après il y a eu mai 68, Mhm. et non, mais on est dans la libération, etc. Et l'enfant de Dolto est une personne. Effectivement, vous savez, avant, moi dans mon livre, je ne sais pas lequel je pourrais, il est là, bon, je ne sais pas où il est, mais j'ai un livre Mhm. sur Je n'aime pas ces frites-là. Bon, peu importe. Je Oui. n'aime pas ces frites-là. J'explique un truc hyper intéressant, c'est un enfant est dans un restaurant aujourd'hui, il vient avec sa maman, sa grand-mère, et il dit, je n'aime pas ces frites-là. La mère a tout fait avec l'éducation positive pour le briefer en disant, on va au restaurant, mais tu te tiens bien. Hein. Elle lui a donné tout pendant la Mhm. journée. T'as vu, je te donne la PlayStation, je te donne tout. S'il te plaît, hein, tu ne fous pas le bordel dans le restaurant. Hein. Et l'enfant, il dit, oui, 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 maman. Et on ira des frites. Quand on arrive dans le restaurant, la mère choisit un restaurant avec des frites super, je vous assure, hein, des frites qui Ouais. sont faites maison. Ouais. L'enfant s'assoit et il dit, maman, je n'aime pas ces frites-là. On change de restaurant. La maman dit, mais comment ça? Eh oui, mais moi j'aime les frites McDo. Les frites McDo, ce sont celles qui sont toutes blanches, toutes fines, toutes régulières. Et la maman lui dit, ouais, non, mais les frites McDo, tu sais, c'est moins bon. Non, on change. Et la maman, je fais court, qu'est-ce qu'elle fait à votre avis? Elle fait un R+, c'est-à-dire qu'elle renforce l'enfant, elle change de restaurant. Et Ah là là. elle s'excuse auprès du restaurateur. Ça, c'est catastrophique. Ah oui, C'est j'avoue. catastrophique. Hein? Bon, eh Ah bien, oui, ça semble clair. Ça semble du bon alors sens pour le coup qu'il faut pas faire ça. pour prendre mon exemple, pour revenir à l'éducation à l'ancienne, puisque tu m'expliquais, j'explique l'homme déconstruit, tout ça. Hein, Mhm. je fais le lien pour pas faire de coq à l'âne. Qu'aurait fait un parent avant à l'ancienne qui pouvait être exagéré? À Mhm. l'ancienne, c'est on s'assoit et il dit moi je commande ça pour l'enfant, ça sera ça. Mhm. Point barre. Tout On à t'a pas fait. demandé ce que tu Et veux. autoritarisme, c'est bave dans ta gueule en plus. Et puis terminé. Voilà, en plus. Et je peux t'assurer que l'enfant il va pas rajouter ah mais est-ce Non. que je peux plutôt avoir non non. Ça Non, je suis d'accord. Il c'était faut pas laisser le choix en fait aux enfants. Il faut pas ouais, toujours laisser le choix aux enfants. ouais, Il faut que les parents mais comprennent ça effectivement. voilà, il faut pas toujours laisser toi, mais comme je dis, avant, c'était vraiment ce schéma-là. Et maintenant, on est Mhm. dans le schéma, qu'est-ce que tu veux manger, Mhm. etc. Et quand on est là-dedans, il y a une bienveillance, je le comprends de la Oui, part bien sûr. du parent. Mais sauf que l'enfant, il va devenir difficile. Ah ben, je veux ci. Ah non, mais pas comme ci, mais pas comme ça. Pourquoi? Et là, tu l'as dit au départ, parce que l'enfant n'est pas une personne raisonnable. Enfin, c'est moi qui le dis, mais c'est pas Oui, un oui, je adulte. suis d'accord. C'est pas un adulte. C'est-à-dire que l'enfant, il va pas être capable de faire un choix de bon ça et ça et d'être raisonnable. L'enfant va aller très très loin dans le caprice. Et Mhm. si le parent le suit, et ça, c'est là. Donc, quand tu expliquais, est-ce que c'est le fait que le père soit à la maison? Non, pour moi, c'est pas ça. C'est le fait que le père soit déconstruit Bien sûr, bien sûr. à la Sandrine Rousseau. Ouais, je comprends. Parce Sardine qu'on, ruisseau, tu veux dire. oui, Rousseau, parce que l'on culpabilise l'autorité et le père aujourd'hui. On la Oui. culpabilise et le père, ce sont aujourd'hui un mauvais parent. Mhm. Comme je te dis, les livres qui se vendent sur Amazon, ce n'est certainement pas les livres comme le mien, là, justement, où moi, je remets l'autorité comme légitime dans l'éducation. Mhm.
Il y a eu un livre aussi d'une consoeur qui s'appelle File dans ta chambre, Madame Goldman, qui est connue. D'ailleurs, on a fait la fac ensemble, qui dit la même chose que moi, à savoir que l'autorité est nécessaire pour que l'enfant grandisse bien. Eh Mhm. bien, ça, aujourd'hui, ce discours-là n'est plus entendable. La doxa voudrait que l'enfant soit une personne qui soit l'égale de l'adulte. Mhm. Ce qui On sera met jamais ça, vrai. on bourre le crâne aux parents de cela. Mhm. Et tout parent qui se veut être un bon parent suit cette doxa. Et alors Mhm. après, ils viennent me voir en catastrophe dans mon bureau en me disant, mais l'enfant me marche dessus. Mais il vous marche dessus parce que vous n'avez pas pris votre place de parent. Et un Mhm. parent, ce n'est pas un copain. C'est clair. Ok, Voilà. merci. En tout cas, c'est très très clair et tu l'exprimes avec force et avec clarté, donc c'est très très Merci, bien. merci. Et est-ce qu'on peut passer du coup effectivement au sujet de l'autisme, parce que je sais que c'est ta Oui, spécialité. Et oui. j'aimerais du coup que tu commences peut-être par définir ce que c'est, les troubles du spectre autistique du coup, parce que moi je suis pas du tout spécialiste et le grand public non plus à mon avis, et Oui, que tu nous expliques tout de suite d'emblée après, c'est ce que tu expliques dans d'autres vidéos et dans tes oui, interventions, qu'en fait il y a une espèce de fumisterie. En fait, ce qui est expliqué dans les médias d'une façon générale est assez différent avec la situation réelle des enfants autistes et donc la oui. situation des parents, qui peut être beaucoup plus compliquée que ce qui est expliqué dans les médias. Donc voilà, est-ce que tu peux définir et puis après Merci. expliquer cette différence? Merci. Alors, je vais essayer de faire court. Le trouble du spectre autistique qu'on appelle TSA, on l'appelle depuis 2013 ainsi. Avant, il s'appelait TED, trouble de l'envahissement du développement. Ça, c'était en 1980 dans le fameux DSM. Je ne veux pas perdre les gens, mais DSM, c'est un livre de diagnostic des maladies, des D'accord, psychologiques. Bon, c'est un livre. Et avant cela, on considérait qu'il s'agissait d'une psychose. J'explique d'accord. ça parce qu'il y a une évolution du trouble et dans une évolution, et c'est très important puisqu'on en arrive à la neurodiversité aujourd'hui et depuis 2013-2015 avec le trouble du spectre, pour nous dire que c'est génial d'être autiste. Quelque part, si on prend Elon Musk, hein, l'autisme Asperger, alors on dit Asperger parce qu'Asperger, c'est un autisme d'une forme un peu intelligente et évoluée. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'autisme? C'est un trouble où la personne aurait du mal dans les relations sociales, dans les interactions sociales, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas adaptée, Mhm. et elle aurait du mal dans la communication. C'est un autre domaine du développement de l'enfant. Vous savez que l'enfant est censé dire son premier mot à 1 an. Je vous ai Mhm. parlé d'âge développemental. Eh bien, quand on a un âge développemental normal, quand on a un enfant qui a 2 ans, 3 ans, n'a toujours pas dit son premier mot, hop, 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 warning doivent s'allumer, Mhm. consulter au plus vite. Même si à 1 an et demi, il n'a toujours pas dit son mot, consultez au plus vite parce qu'il a déjà 6 mois de retard. Ça, c'est du développemental. Après, ça ne veut pas dire qu'il est autiste, hein, mais ça veut dire qu'il y a Mhm. quelque chose qui ne va pas dans le développement. Ok. Et enfin, le troisième critère, donc j'ai parlé altération des interactions sociales, altération de la communication, et Mhm. ça, on le voit toujours très rapidement dès 18 mois, hein, je le dis. Dès l'âge de 18 mois, les premiers D'accord. troubles, par un spécialiste comme moi, sont visibles. Ensuite, vous avez le troisième point, c'est activité stéréotypée et restreinte. Qu'est-ce que c'est? D'accord. C'est que l'enfant, il aime toujours faire la même chose, toujours de la même manière. Et même dans ses mouvements, il peut avoir des stéréotypies, c'est-à-dire des bizarreries, des gestes qu'il répète. Par exemple, s'agiter les mains comme ça, Ok. devant les yeux, pour se stimuler les yeux. Bon, donc souvent, quand je reçois le parent, je dis, mais Madame, monsieur, avez-vous remarqué ce geste? Les parents me disent oui. Et souvent, je vois que les parents cachent la main de l'enfant ou quelque chose comme ça. Je dis, Madame, mais moi, je le vois, le geste. Mhm. Parce que le parent sait quelque part que ce geste n'est pas normal. Bah oui, ça l'inquiète quoi. Et je dis, alors oui, mais ça, c'est une stéréotypie gestuelle, monsieur, madame. Alors, le parent, il me regarde comme ça, mais c'est quoi? Ben, je dis, mais c'est un geste répétitif qui n'a pas de sens. Et donc, c'est un signe. Alors, pour pouvoir diagnostiquer l'autisme, contrairement au HPI, contrairement au HPE, contrairement au TDAH, là, oui, quand il y a de l'autisme, je veux bien qu'on mette ce sigle parce que oui, c'est une vraie particularité. Et là, Ok. il n'y a pas de surdiagnostic. Il y a d'ailleurs, enfin, il y en a, si, il y en a, mais en tout cas, moi, pas de. En tout Quand cas, il quelqu'un existe un vient me. diagnostic fiable quoi. Voilà, c'est un diagnostic. Voilà, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est un diagnostic fiable. Il y a tout un tableau clinique valable. Là, j'ai cité 3 grands critères, mais je pourrais vous en citer plein. Non Souvent, mais c'est quand, bien, ça permet de voilà, rendre les choses plus concises. Très souvent, bien. quand je reçois les parents, comme j'ai de l'expérience, puisque j'ai travaillé en EME, je leur pose des questions. Ils sont très surpris parce Mhm. qu'ils se disent, mais comment ça se fait qu'ils me posent cette question? Mais Comment il sait que mon enfant fait ça quoi? voilà, c'est pour aller plus vite parce que Je je le comprends. sais très vite. Et donc là, je vais passer ce qu'on appelle
un test pour valider aux parents, hein. Mais moi, vous savez, hein, quand je vois l'enfant, mon bureau est en mezzanine, je le regarde avec d'une vitre. Quand il est dans la salle d'attente, je sais déjà, hein. Je Hmm. ne le dis pas. Enfin, quand on a 20 ans d'expérience, je sais déjà s'il est léger, moyen ou sévère, hein. Je comprends. Et des fois, le Ok. parent, vous savez, il vient me voir. Moi, j'en ai eu un qui est venu me voir l'autre jour. Il me dit, je viens parce qu'on me dit que mon enfant est HPI et il y a des problèmes à l'école. Je revois l'enfant, je discute, je fais les tests et moi, je sais qu'il n'est pas HPI, mais qu'il est malheureusement autiste Asperger. Et j'explique aux parents pourquoi. Mais bon, en gros, je vois l'enfant et je fais passer un test et j'essaie d'expliquer aux parents pourquoi l'enfant est autiste et qu'est-ce qu'il faut mettre maintenant en place. Et là, D'accord. la différence, c'est qu'on va appliquer quelque chose, mais l'évolution clinique fait qu'on ne pourra jamais dire, ou entre guillemets, il y aura peu de chances que l'enfant ne soit plus jamais autiste. Ok. Là, il y a une vraie différence. Quand j'ai un fameux, un faux TDAH, hein, parce que Hmm. 9 fois sur 10, c'est faux, Hmm. un faux HPI, je sais qu'il y a une méthode psychoéducative qui fait Hmm. que si on sort l'enfant et le parent de cette illusion, eh bien, Réversible, quoi. l'enfant ne sera pas dans la pathologie fameuse TDAH, il peut retrouver une évolution normale. Je sais Je que c'est comprends. quelque chose de fabriqué par Hmm. l'éducation. Mhm. Quand j'ai un TSA, un trouble du spectre autistique, je sais qu'il s'agit d'un handicap psychique, d'une vraie pathologie, et Mhm. que malheureusement, on va tout faire pour ramener l'enfant vers la normalité, mais qu'il Mhm. y a de grandes chances qu'il ne soit jamais normal dans son fonctionnement. Là, D'accord. j'ai un handicap. Alors, Et à ce deux choses. moment-là, oui, Excuse-moi, je te coupe, je suis désolé. oui, vas-y, non, Est-ce qu'il y a une cause génétique, du coup, au bonne trouble du question. spectre autistique qui est avérée, première chose? Et après, est-ce que tu peux décrire, je ne connais pas du tout cette maladie-là, est-ce qu'il y a différents types, typologies, pour en faire simple, hein, de troubles du spectre autistique avec des typicités particulières chez différents enfants? Est-ce qu'on a pu catégoriser, si tu veux, les différents troubles du Oui, spectre oui, bien autistique? sûr. Euh, sur le fait que, est-ce que c'est génétique, c'est ce qu'on appelle l'étiologie dans notre vocabulaire. Étiologie. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est la cause des maladies. La cause des maladies, qu'est-ce qui cause une maladie? Aujourd'hui, il y a un consensus international. Est-ce que tu as entendu parler de la HAS, la Haute Autorité de Oui, Santé, bien sûr. qui a dit récemment qu'il fallait euh, favoriser la transition de genre à partir de 16 ans? Oui, alors on va en parler à la fin, ça, si tu veux bien, parce Non, que ça, c'est tellement terrible que, je bon. sais, c'est terrible. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que ça enlève toute crédibilité à la HAS. Bien Et, sûr. et cette fameuse HAS, c'est elle qui fait les recommandations de bonnes pratiques pour le trouble autistique. Donc, ça te met des warnings déjà sur ce que je vais C'est dire. clair. C'est clair, c'est clair. Que dit Ok. la HAS? La HAS dit, et elle le fait parce que c'est une association politisée avec une idéologie derrière. Bien Mais les sûr. gens croient que la HAS, ah là là, c'est scientifique et que tout ce qu'ils disent est la vérité. Mm, Donc, c'est idéologisé, la HAS. Il faut bien le mm, savoir. mm. La HAS dit quoi? Il y a un consensus pour dire que l'autisme est d'origine génétique. Voilà, voilà ce qu'ils disent. Donc, en gros, l'environnement ne peut pas jouer. Si on est autiste, c'est parce qu'on est né comme ça. C'est la fameuse neurodiversité. C'est-à-dire qu'en gros, tu es né avec une configuration neurodéveloppementale différente, point barre. Maintenant, tu m'as demandé est-ce qu'il y a des signes voilà, qu'on a pu en biologie. Eh bien, moi, je vais te donner plein dans le mille. Il n'y a aucune trace biologique testable, vérifiable, prouvable qui démontre qu'un enfant est autiste. La HAS le dit elle-même, si vous voulez diagnostiquer l'autisme, ça ne sera que sur examen psychologique, c'est-à-dire en gros sur la capacité du psychologue avec, en regardant certains signes, donc en observant, c'est seulement sur observation que vous D'accord. pourrez en déduire qu'il y a un trouble autistique. Autrement dit, ça fait, moi, depuis que j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, ça fait 20 ans qu'on me bassine avec le fait qu'on a trouvé le gène de l'autisme. D'accord. Que dalle, on n'a jamais trouvé. Et il est Et possible sur que... l'imagerie, ça se voit pas non plus, du coup? Pas d'image. Non, Sur IRM, radio, non, tout, PET scan, que sais-je, il y a rien qui écoute, permet de voir ça. il y a impossible. Tu sais, ce qui me fait rire, c'est il y a un tas Non, mais d'études je qui... savais pas, je suis Non, ignare, c'est tout, je non, pose non, des non, mais questions bien sûr. naïvement. Non, mais c'est pas toi que je le dis, mais Ouais. il y a on fait passer une batterie de tests aux enfants autistes, mais à chaque fois qu'il y a un autisme, ils mettent en branle tout un tas de trucs, IRM, machin. Et je dis aux parents, je leur dis comme ça, hein, je suppose que vous avez fait un audiogramme. Les parents me disent oui, parce que je le sais, 9 fois sur 10, on leur fait passer un audiogramme, tout. Pourquoi? Parce que l'enfant ne répond pas, peut-être qu'il entend mal, mais non, il entend comme toi et moi, il entend très bien, simplement il est autiste, donc bon, il ne répond Ok. pas. Il n'y a jamais aucun. Sinon, à chaque fois qu'un enfant était autiste, vous savez, on ne ferait passer un test, on dirait, regardez, à tel endroit, l'autisme est marqué. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a rien qui le montre. Par D'accord. contre, il y a tout un tas de scientifiques
qui font passer des examens et qui disent il y a une suspicion sur le chromosome de temps d'une délétion de tel bras, de tel truc chromosomique. On a je ne sais combien d'études qui disent on a remarqué ça, mais ça ne se vérifie jamais dans tous les cas. Donc, de toute façon, c'est... Voilà. Donc, par contre, est-ce que je suis en train de remettre en question l'origine génétique de l'autisme? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il se pourrait qu'il y ait une base génétique. Je ne conteste pas. Non seulement cette base n'a pas été trouvée et on ne peut pas la trouver. En gros, je fais un parallèle avec la trisomie 21 pour dire que les parents croient que c'est comme la trisomie 21. Mais quand tu as la trisomie 21, on fait une amniosynthèse dans le ventre d'une femme, on est capable de dire il y a de la trisomie 21 de manière fiable à 90%. Et on sait que c'est dû à quoi? Un troisième allèle sur le chromosome 21. On sait qu'au lieu que le chromosome 21, il ait 2 bras, il en a 3. Donc là, il n'y a pas de doute. Eh bien, les gens croient que l'autisme, c'est pareil. Il y a quelque chose, il y a un chromosome qui a un troisième allèle. Non. Ok, d'accord, donc c'est pas du tout pareil. Bon, donc ça, c'était pour mettre au point, au clair. Et juste pour dire, pour l'étiologie, si tu veux savoir ce que j'en pense après, la HS nous dit qu'elle est génétique. Même si on n'a pas trouvé encore machin, c'est comme ça. Bon, donc les parents n'ont pas de responsabilité là-dedans. Parce qu'avant, il y a un certain auteur qu'on appelle machin Bettelheim, enfin Bruno Bettelheim en 2 mots, qui a dit que les mères étaient des mères frigidaires et tout, c'est-à-dire que c'est à cause des mères qui ont été froides et tout. Et ça, on nous le ressort à chaque fois pour la psychanalyse, dire, voyez, la psychanalyse, elle est méchante, hein, elle accuse les parents. Bon, ça, c'est de la caricature. C'est juste pour vous dire que si vous ne donnez pas les bonnes réponses à un enfant, il y a, oui, un risque que l'environnement joue et qu'il se dirige vers l'autisme. Si l'enfant subit des traumatismes, moi, dans ma clinique, j'ai souvent vu des traumatismes. Exemple, une mère hospitalisée 3 mois pour cancer du jour au lendemain ne voit plus son enfant alors que son enfant a 1 mois d'existence. L'enfant, il la revoit après, elle sort du coma après 3 ans et l'enfant développe un trouble autistique entre 1 mois et 3 ans. Ça, c'est des choses que j'ai vécues cliniquement. Donc, ça veut dire que l'environnement a un impact sur l'autisme, mais ça ne veut pas dire que c'est que à cause de l'environnement. Ça peut être aussi une partie génétique. Et pour finir, je dirais que moi, j'ai la conviction, mais c'est la mienne, que l'origine de l'autisme est plurifactorielle et que selon les uns, il y a une part génétique plus importante, selon les autres, il y a une part environnementale plus importante. Oui, donc l'éducation, les traumatismes que subit l'enfant ont une importance, mais aussi le facteur génétique aussi. Et si je prends un résumé, je dis souvent, pour moi, c'est comme par exemple le cancer du sein ou un cancer quelconque. Quand une femme a un cancer du sein, si vous êtes Angelina Jolie, Lara Croft, là, hein, on connaît, elle sait que dans sa famille, 95% des femmes ont un cancer du sein identifié qui est génétique. On lui enlève les 2 seins parce qu'on dit en prévention, vous l'aurez, madame. Mais le cancer du sein, vous pouvez aussi avoir aucun facteur génétique dans votre famille et avoir ce cancer du sein parce que vous avez ce qu'on appelle la piste toxicologique, vous fumez, vous buvez, vous avez une mauvaise hygiène de vie. Et là, alors que génétiquement, vous étiez sain, mais vous développez ça parce que donc, le cancer du sein est plurifactoriel. Je prends cette image pour dire, vous croyez que les pathologies psychologiques ne sont pas plurifactorielles. Eh bien, vous vous trompez. Même la dépression, même des choses comme ça, c'est plurifactoriel. Même la dépression peut avoir une base génétique. Voilà. Donc, je clôt le chapitre. La psychose, la schizophrénie, tout ça. Voilà. Merci. Très bien, c'est très intéressant. Et sur les typologies du coup d'autisme, est-ce que tu peux déterminer Asperger, d'autres, etc. Je ne connais pas. Oui. Alors, comme je dis en 2 mots, il y a l'autisme sévère. L'autisme sévère, c'est celui qui, sur la CARS, ça veut dire Children Autism Rating Scale, c'est une échelle d'évaluation de l'autisme où on met un score. Moi, je le vois, bien sûr, comme je t'ai dit, en 2 minutes, hein, je n'ai pas besoin de faire passer cette échelle, mais l'autisme sévère, on fait passer une échelle et ce sont malheureusement les enfants qui vont avoir du trouble des comportements tels que vous les repérez tout de suite dans la rue. C'est-à-dire que l'enfant ne regarde pas dans les yeux. Il est incapable de regarder fixement un adulte dans les yeux. Il n'a pas de vocabulaire. C'est-à-dire qu'à 6 ans, il va annoncer des sons qui ne sont pas des sons, qui sont pas des syllabes. Il va pas être capable de construire une phrase. Quand vous allez vous adresser à lui, il va regarder ailleurs et de toute façon, il va entendre une sorte de mélodie, mais les mots ne vont rien lui évoquer. Il va se balancer, il va faire des stéréotypies, bon, et il va faire des crises
toutes les 2 secondes parce que et vous ne comprendrez même pas pourquoi d'ailleurs. Vous lui direz mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi l'enfant pleure? Parce qu'il y a quelque chose exactement comme un nourrisson, quelque chose qui le dérange, mais vous ne savez pas quoi. Donc ça, c'est Ok. l'autisme sévère. Alors, je vous cache pas que quand vous avez ce tableau clinique-là, déjà, je le reçois même pas dans mon bureau parce que je sais qu'il va tout casser. Donc, j'ai une pièce spéciale pour ça, une Ok. pièce vide. Très dur. C'est très, très dur. Et je dis aux parents, déjà, chez vous, vous devez machin. L'enfant, il attrape tout toutes les 2 secondes. Bon, bref, quand vous avez ça, que vous êtes parent, franchement, c'est une croix à porter, hein. Je le souhaite à J'imagine. personne. J'imagine. Ça, si je te donne une référence, c'est le film de Vincent Cassel qui s'appelle, il a fait un film sur l'autisme qui Ah, je l'ai pas s'appelle, vu. ah merde, moi je l'ai plus. Le film de Je le Vincent mettrai en Cassel, description du podcast. Je vais le mettre en description. pardon. Pas de Tu vas problème. voir ce film, tu as tout compris. Quand j'ai vu ce film, j'ai dit, enfin, un film sur l'autisme qui n'est pas Redman, où on nous vend enfin, justement l'autisme Asperger intelligent. Enfin, ma réalité clinique que j'ai connue, moi, l'autisme qui se tape la tête contre les murs, on est obligé de leur mettre des casques de boxeurs. Mm. Ils font ce qu'on appelle de l'automutilation. Ça veut dire qu'ils peuvent se saigner à vif, s'arracher les ongles, s'arracher les paupières, les yeux. Enfin bon, c'est bon. Donc là, Horrible. quand on est dans cet autisme-là, Mm. euh, bon, ça fait mal, ça fait vraiment très mal. Mm. Et après, on a l'autisme, on va dire, un peu plus modéré, où l'enfant comprend un peu ce qu'on dit, mais il n'est pas capable forcément de formuler des phrases cohérentes. Il a tout ce que a l'autisme sévère, mais en plus modéré, c'est-à-dire qu'il Mm. a quelques stéréotypies. Il est, de toute façon, dans tous les cas, il est intolérant à la frustration, mais il est un peu plus quand même que l'autisme sévère. Et il a toujours des problèmes de communication. Alors donc, il peut, on va dire, avoir ce qu'on appelle un paralangage, c'est-à-dire qu'il va avoir une communication qui est à lui, mais que les autres ne comprennent pas. Enfin bon, voilà, donc ça. Et puis après, c'est pour ça qu'on parle de spectre, TSA, trouble du spectre autistique. On a les autistes qui sont sur le spectre, les autistes légers. Mhm. Et donc, depuis 2013, on ne veut plus dire Asperger, mais bon, moi, je continue de les appeler à l'ancienne façon Asperger. Mais pour D'accord. qu'ils soient Asperger, il faut un critère que je valide systématiquement avec les parents. Et je le dis pour que, si les parents m'écoutent, il faut que l'enfant ait parlé. Il ne faut pas qu'il y ait de retard de langage. C'est très important. Pour les autres cas autistiques, il y a un retard de langage qui est évident. Pour l'Asperger, souvent, il n'y a pas de retard. Et même, le parent me dit, mais il a été en avance. C'est-à-dire qu'en gros, l'enfant a employé des mots un peu trop, comment dire, qui ne sont pas Sophistiqué adaptés. pour son âge, d'un niveau Voilà, soutenu pour son âge. voilà, trop soutenu pour son âge. Ça, Alors souvent, je demande aux parents, Madame, est-ce qu'il lui est arrivé d'avoir un langage un peu trop soutenu, de dire des mots comme ce repas est succulent Et les parents Mhm. disent, ah oui, oui, oui. Je dis, bon, mais moi, quand je pose toutes ces questions, les parents ne savent pas que je suis en train de cocher des cases, malheureusement. Mhm. Bon, ça, c'est important. Il ne doit pas y avoir trop de ce retard-là, mais par contre, le langage n'est pas toujours adapté. C'est-à-dire que l'enfant peut dire tout ce qu'il pense. Il peut dire dans la rue, mais pourquoi la dame, elle a un gros nez? Bon, Mhm. voilà, ça, c'est important. Mais le point fondamental qui est important, c'est que l'enfant doit développer des intérêts particuliers pour des sujets qui sont rares pour son âge, c'est très fréquent, ou même s'ils sont pour son âge, mais qu'il étudie scientifiquement. Ah oui, C'est pour d'accord. ça qu'on pense que les Asperger sont hyper intelligents. Pour moi, ils ne sont pas hyper intelligents, mais ils ont développé une compétence parce qu'ils sont obsédés par un sujet. Je te donne des exemples. Un enfant de 5 ans, il n'est pas normal qu'il s'intéresse aux cathédrales. Enfin, Mhm. il peut rentrer dans une cathédrale et trouver ça joli, Mhm. mais quand après, il va sur YouTube, Internet, et qu'il parle des cathédrales matin, midi et soir, et qu'il étudie toutes les cathédrales qu'il y a en France, qu'il est capable de te dire combien il y en a, qu'il est capable de te dire le nom, l'histoire des cathédrales, eh bien ça, c'est très spécifique des Asperger. C'est-à-dire qu'il va étudier de manière scientifique un sujet et compulsive, Mhm. obsédante, matin, midi et soir. Et évidemment, quand tu l'interroges, tu as l'impression d'avoir un génie face à toi. Mais par ailleurs, je demande aux parents, est-ce qu'il sait faire ses lacets? L'enfant a 12 ans. Normalement, quand tu n'es pas clinicien, tu ne poses pas cette question parce qu'un enfant de 12 ans, et surtout que les parents me disent qu'il est très intelligent, normalement, il est capable de faire ses lacets. Mais pourquoi je pose cette question? C'est parce que justement, une fois sur deux, le parent me dit, ah ben oui, mais non, effectivement, il ne sait pas faire ses lacets. Je D'accord. dis, mais voyez, c'est ce qu'on appelle une disharmonie. C'est fréquent chez les Asperger. D'un côté, ils ont des hyper compétences et de l'autre, des choses basiques,
ils sont en dessous du développement de leur âge. Donc voilà, si tu veux que je t'explique les profils qu'on repère. C'est Il c'est faut... très intéressant. Et désolé, je te coupe encore, mais c'est très Non, intéressant. non, Et j'avais noté quelque chose en préparant aussi l'émission que, parce que tu as parlé de ça tout à l'heure, que la dysphorie de genre est aussi surreprésentée chez les autistes. Est-ce que j'ai bien compris? bonne question. Et chez les autistes qui sont plutôt justement Asperger, plutôt de D'accord. haut Ok. niveau. T'as compris que chez le cas de l'enfant sévère, là, dont je te parlais, Oui, oui, bon, il est tellement loin de notre réalité que tout à fait. C'est très compliqué. voilà. Par contre, pour les enfants Asperger, pourquoi? Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et comme je te l'avais dit, je te le redis, je l'ai constaté dans ma clinique. À chaque fois, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui me trompe ou... Parce que quand tu le constates dans ta clinique, t'as pas une, comment dire, t'as pas un regard forcément objectif sur une échelle, sur l'échelle de la France. Et quand j'ai lu dans le livre de Dora Muto, qu'on appelle Transmania, vous savez, Transmania qui parle de la dysphorie de genre, Mhm. et je l'ai lu dans d'autres livres, et je l'ai entendu même. J'ai dit, mais en fait, je rejoins ça dans ma clinique. Effectivement, il y a un nombre plus important d'autistes type Asperger qui vont vouloir transitionner. Pourquoi? Mais pas que transitionner. Elles peuvent passer aussi par ce qu'on appelle la période punk, tu sais, des piercings et des tatouages. Mhm. Parce qu'il faut bien comprendre que l'autiste Asperger, comme je te l'ai dit, il est extrêmement influençable et il va se passionner pour des sujets de société parce qu'il va aller à l'école et qu'il va entendre un sujet et il va se demander est-ce que ça pourrait pas me concerner, m'intéresser. Le problème, c'est que quand il s'attache au sujet, il l'étudie à fond et il devient le sujet. Ok, ça devient partie de son identité. Et donc, c'est pour Voilà. ça qu'il y a une demande Donc au supplémentaire. début, quand tu as un enfant Asperger, il va entendre à l'école, et tu sais comment à l'école, il nous bourre de la théorie du genre. Mhm, Donc, mhm. il va entendre à l'école, mais ceci, tu sais, peut-être que tu es non-binaire. Et lui va se dire, c'est quoi cette histoire de non-binaire? Donc, au départ, il va s'intéresser, il va aller sur Internet, il va cliquer non-binaire. Et il va tellement approfondir l'étude Mhm. qu'il va se perdre dans cette étude. Je comprends. Et en se perdant dans cette étude, il va dire, je ne veux plus que tu m'appelles Jacques, je veux que tu m'appelles Jacqueline, parce que j'ai compris que j'étais comme ça. Mhm. Et ça, c'est le danger. D'où Et l'importance des parents pour compenser l'école aussi, hein, du coup, parce que il faut que comment? les parents. J'ai dit d'où l'importance des parents pour compenser le message qui est fourni à l'école, Oui, parfois, pas toujours, et pour que les parents soient une référence justement éducative là-dessus et mais qui ça, c'est protègent l'enfant. quand un enfant qu'on dit neurotypique, pardon, le terme neurotypique, ça veut dire D'accord. normal. Ok, ok. Quand tu as un enfant normal, tu fais ce boulot et tu peux le protéger de l'école. Mais quand tu as Mhm, un enfant autiste, mhm. Asperger, tu auras du mal à faire ce travail. Je Parce que comprends. l'enfant va rentrer là-dedans. C'est très compliqué. Alors moi, j'explique aux parents un truc. Parce que moi, j'en ai eu un qui était à fond dans l'islam. Parce que Mhm, c'est pareil, à partir du moment où il voulait aller faire le djihad. Mais mhm. parce que c'est le même, tu as compris le principe. Ouais. Il étudie le truc à fond, il apprenait le Coran, il pouvait te citer toutes les sourates par cœur, tu vois. Mais moi, je savais que c'était, j'appelle ça une lubie. Pourquoi? Mhm, C'est vrai qu'un Asperger peut avoir cette passion pour un sujet toute sa vie. Mais souvent, ce sont des lubies qui durent 2, 3 ans. mhm. Et je disais aux parents, vous inquiétez pas, il ne partira pas faire le djihad parce que dans 1 an ou 2, c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est du zapping, il passera à autre chose. Quand il aura euh, compulsé à fond le sujet, et c'est ce qui se passe avec les Asperger, après, ça ne les intéresse plus et ils investissent à fond un autre sujet. Et ça D'accord. m'en a pas manqué. Après, le jeune, il est passé, comme je te dis, à la période piercing, tatouage et tout. Et il a Ok. laissé tomber. Et t'es bien d'accord que piercing, tatouage, ça n'a rien à voir avec l'islam, hein. C'est plutôt. Non, non. Donc, Ok. et, et puis, et même drogue, hein. Il est passé à la drogue et tout, piercing, tatouage et drogue. Ok. Eh bien, c'est parce que ce sont des personnes comme ça, extrêmement influençables, et elles vont aller à fond dans un sujet. Et j'ai dit, par contre, je disais aux jeunes que j'avais dit, par contre, je t'en supplie, ne te tatoue pas, ne fais pas de tatouage. Pourquoi? Parce que dans 1 an, tu passeras à autre chose. Bah oui. Et tu regretteras d'avoir tous ces tatouages sur toi. Sans doute, sans Donc doute. voilà, bon, ça c'est donné un exemple. Bon, voilà. Non, mais c'est très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Et en fait, j'aurais envie de continuer la discussion très longtemps avec toi, mais Ah, mais, malheureusement, il faut que j'essaie de tenir le cadre d'une heure. merci, merci. Si je peux te proposer de conclure, est-ce que Oui. tu pourrais, peut-être élargissant un tout petit peu le sujet, imagine tu étais aux manettes, je sais pas, du ministère de la Santé. Qu'est-ce que seraient les mesures qui te semblent les plus importantes à mettre en place pour protéger les enfants, tout simplement pour qu'ils se développent le mieux possible, alors ceux qui ont des troubles du développement, mais peut-être d'une façon plus générale, ouvrons un petit peu le sujet. Qu'est-ce qui devrait être changé en France selon toi Voilà, il y pour a protéger tellement les de enfants? choses. Ouais, on fera une Bon, autre émission sur le sujet, mais peut-être en deux hyper pistes, tu intéressant. vois, Je dis que en tu, deux tu mots, hein. expliques. Bon, bon, déjà,
je suis obligée de citer Anne Genotet, ministre de l'Éducation nationale, catastrophe. Madame Belloubet, catastrophe. Papendia, catastrophe. Moi, je ne sais plus quoi dire avec ces gens-là. Moi, je suis Mm. effarée. Je n'ai même pas les mots, me manquent. Tu sais que la loi numéro 2022-alinéa 92 du 31 janvier 2022 interdit les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne et qu'elle interdit les thérapies de conversion. Juste pour te donner un exemple, ça veut dire que moi, si j'ai un Asperger qui vient et qui me dit, moi, je veux m'appeler Jacqueline au lieu de Jacques, eh bien, moi, je suis hors la loi, T'as pas le droit. Oui. je suis passible, selon cette législation, punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende si je veux faire une thérapie pour essayer de convaincre cette personne qu'elle a peut-être des troubles psychologiques et qu'il faudrait peut-être ne pas envisager l'opération. Moi, on me condamne. Donc déjà, si tu me dis ce que je suis censé faire, Mm. je ne suis pas un génotais qui explique que la dysphorie de genre, ça n'existe pas, que la dysphorie de genre n'existe pas. Elle met un programme EVRAS en place, comme tu sais, pour éduquer à la vie sexuelle des enfants très tôt, en leur rappelant ce que c'est que bien de faire des fellations, des trucs comme ça, que ça fait plaisir à l'enfant, aux garçons, etc., à des enfants qui n'ont pas ça en tête. Hein. Mm. Et bon, on Donc tout devient ça, fou, hein. Ils sont fous, ces gens-là. pervertir. Donc, moi, je retirais, et il faut savoir une chose, hein, que Anne Genotet ne sait pas, puisqu'elle dit que la théorie du genre, enfin, ce n'est plus elle, je sais que le gouvernement change tout le temps, mais bon, à Mm. l'époque où elle était ministre d'éducation nationale, elle disait que non seulement la théorie du genre n'existe pas, alors que tu prends un môme de 15 ans dans la rue, il sait ce que c'est que la théorie du genre. Hein. Je veux dire, Mm. il faut vivre dans une réalité parallèle Mm. pour ne pas savoir C'est que peut-être leur cas. le wokisme et cet entrisme dans l'école de la théorie du genre et dans Mm. l'idéologie, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc moi, si tu me demandes ce que je ferais, c'est Ouais. déjà, en tant que politicien, j'interdirais à tout entrisme dans l'école, que ce soit entrisme religieux, que ce soit entrisme d'idéologie du genre, du wokisme, etc., proscrit. Mais quand j'ai à l'école, c'est pour l'école primaire, mais l'université aussi est Mm. gangrénée par ces Mm. idéologies. Il faut assainir tout ça. C'est-à-dire que l'école, c'est le lieu de l'instruction. Mm. Ensuite, ça, c'est le premier truc que je ferai. Deuxième truc, je redonnerai aux parents leur pouvoir d'autorité parentale. Je ne viendrai pas dire aux parents ce qu'ils ont à faire. Parce que, comme tu le sais, la fessée est interdite, les compagnies. Donc, le gouvernement vient s'immiscer. Je redirai aux parents, parents, vous êtes légitimes pour interdire. Vous n'êtes pas un mauvais parent. Donc, j'en finirai avec la notion d'éducation positive en leur disant, je remettrai cette fameuse autorité en disant un parent n'est pas l'égal d'un enfant, un parent doit être autoritaire. Pour revenir à l'école, je dirais au directeur et au rectorat ou à l'éducation nationale que les punitions à l'école sont valables, qu'elles ne sont pas comme dire, à faire disparaître, que les harceleurs doivent partir. Mais ce n'est pas le cas. Ce que nous a dit Gabriel Attal, c'est du pipeau. Hein. Moi, l'autre jour, j'étais dans une école, je reçois un patient qui est harcelé, il a reçu un coup dans les testicules, il a été hospitalisé, on le traite de telle chauve, il est noir, il a la tête rasée. Bon, il y a des insultes racistes et tout. Je vais voir le directeur, j'ai écouté le directeur me dire c'est pas de mon ressort, je suis désolé, ça s'est passé sur un temps de récréation qui est géré par la mairie. Bon, et je dis mais monsieur, ça dure des mois là, est-ce que vous pouvez pas taper du poing sur la table pour pouvoir Mm. dire stop, je veux plus entendre de harcèlement. Tu vois ce genre de directeur là qui Mm. vient et qui dit ça n'existe plus. Et lui, Ok. il suit. Donc, c'était toute une procédure. J'ai dit, vous n'êtes pas capable à un moment donné de débarquer dans une classe, monsieur? Mm. Bon, tu me demandes ce qu'il y a à faire. Donc, Non, bah, tu m'as déjà donné pas mal des choses. Je te partons, mais remercie. aujourd'hui, aucun politicien n'est Mm. capable de faire ça. Alors moi, je te rajoute une question, si je peux me permettre, à tes Avec questions. plaisir. Pourquoi, monsieur, en tant que psychologue, vous faites de la politique? Voilà, je pose la question pour toi. Non, je ne Oui. fais pas de la politique, je ne vais jamais m'engager en politique. Non, mais Mais tu donnes ton avis, effectivement. Mais parce que j'ai remarqué que quand on est lanceur d'alerte, comme c'est mon cas, on ne peut pas ne pas faire de politique et s'intéresser à ces questions-là. Pour Mm. moi, ça serait de la poltronnerie. Je me cacherais derrière, je fais des petites théories, j'écris des petits bouquins, mais je ne prends pas position. Je suis obligé de dire que le gouvernement que nous avons actuellement, ainsi que celui que prône, je veux dire, le progressisme Mm. mélenchoniste,
ne nous conduira qu'à la catastrophe d'un point de vue de l'éducation des enfants et que je ne vois qu'un gouvernement où on va restaurer des valeurs. Donc, ça sera malheureusement un gouvernement qu'ils appellent l'extrême droite. Bon, peu importe, moi, ce terme-là est débile, mais bon, peu Oui. importe. Où on va remettre des valeurs anciennes et respectables au sein de l'éducation des enfants, qui fera qu'à un moment donné, on pourra inverser cette tendance. Donc, en finir avec le wokisme, en finir avec l'éducation positive, en finir avec l'entrisme de toutes sortes, restaurer l'autorité des parents, la trouver légitime, la valoriser. Voilà, mais le chantier est tellement énorme et gigantesque que ça va prendre une bonne dizaine d'années, à mon avis, et il faut des personnalités charismatiques extrêmement fortes qui puissent poser les choses sans craindre le qu'en dira-t-on. Eh bien, Jean-Luc Robert, ministre de l'Éducation, alors. Non, non, jamais. Je ne suis pas assez fourbe. Parce que pour être là-dedans, tu sais à quel point il faut être fourbe. Il faut. Enfin, moi, je suis Je ne quelqu'un. sais pas, peut-être. Bah oui, mais je suis trop entier. Je peux pas. Trop sincère, trop honnête. Non, ça, les gens qui font ça sont des gens. Pardon, mon siège descend au fur et à mesure. Non, non, mais j'espère qu'on trouvera en tout cas quelqu'un pour incarner ça un jour. Mais ça sera certainement. Alors là, moi, jamais de la vie. Eh ben, je l'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Luc, pour ton Merci. temps et tes explications qui sont très claires et très punchy, qui font plaisir à entendre. Et donc, on refera peut-être un autre épisode parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses à discuter qu'on n'a pas pu couvrir. Mais en tout cas, merci beaucoup. Tu étais très synthétique et très clair, à mon avis, pour nos auditeurs. Ça va leur plaire beaucoup. Je suis très honoré, moi, et je suis très content que tu m'aies donné la parole dans ton émission parce que ce sont des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Comme tu le sais, j'en parle sur GPTV, j'en parle partout, chaque fois que je peux. Mais heureusement qu'il y a des médias indépendants comme le tien. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène pour moi et je pense pour les auditeurs, pour de ta chaîne, d'avoir à un moment donné un autre son de cloche que cette doxa. Donc vraiment, je suis ravie et quand tu m'as proposé ça, j'ai tout de suite accepté. J'étais très content parce que je sais que ça serait une petite goutte. Je sais que c'est une petite goutte, mais c'est par plein de petites gouttes qu'on finit par remplir l'océan. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, merci de liker, de commenter, de partager et de t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Ciao, merci.